Pendant que certains exhibent, d'autres construisent en silence. Tu as déjà remarqué comment certaines personnes vivent une vie simple, sans aucune ostentation, mais ne sont jamais désespérées avec l'argent, jamais en panique à la fin du mois? Tu fais ce qu'on t'a dit de faire, tu te lèves tôt, tu travailles, tu paies tes impôts, tu paies tes factures, et l'argent disparaît comme de l'eau. Et puis vient cette sensation inconfortable qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais si le problème n'était pas combien tu gagnes, mais plutôt les habitudes invisibles que tu répètes chaque jour, avec chaque pièce qui entre dans ta vie. Tout le monde parle de succès, de motivation, d'enrichissement, mais presque personne ne te montre la vraie structure, ces habitudes discrètes qui construisent, réservent protection, revenus et liberté à long terme. Alors laisse-moi te poser une question inconfortable. Si ton revenu s'arrêtait aujourd'hui, combien de temps tiendrais-tu? Si cette réponse te fait peur, reste avec moi, parce que dans cette vidéo, je vais te montrer que le problème n'est pas le manque d'efforts, c'est le manque de système. Et je vais te révéler étape par étape comment créer des habitudes qui construisent une richesse silencieuse, sans ostentation, sans promesses miraculeuses, mais avec quelque chose que presque personne n'a, une vraie paix financière. Jung a découvert quelque chose de profond sur la psyché humaine, qui explique pourquoi certaines personnes semblent avoir une relation si différente avec l'argent. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent exceptionnel. C'est une question de rituels quotidiens si subtils qu'ils sont invisibles à l'œil nu, mais si puissants qu'ils reprogramment complètement l'inconscient. Freud parlait de ces patterns qu'on répète sans même s'en rendre compte, ces mécanismes automatiques qui dictent notre rapport à la prospérité bien avant que notre conscience ne s'en mêle. Et ce que les neurosciences révèlent aujourd'hui confirme ce que ces pionniers de la psychologie pressentaient intuitivement. Ton cerveau ne fait pas de différence entre un rituel spirituel et un rituel financier. Les mêmes circuits neuronaux qui créent la discipline intérieure sont ceux qui génèrent la stabilité matérielle. Antonio Damasio a démontré que nos décisions financières ne viennent pas de la logique pure, mais d'une intelligence émotionnelle profondément ancrée dans notre système nerveux. Alors quand tu te sens coupable de ne pas avoir plus d'argent, quand tu te juges pour ta situation financière, comprends ceci. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est simplement que personne ne t'a jamais appris à cultiver les habitudes invisibles qui transforment le chaos en clarté, la peur en confiance, le manque en suffisance. Ce que je vais partager avec toi maintenant va bien au-delà de conseils financiers superficiels. C'est une exploration psychologique profonde de comment nous construisons notre réalité matérielle à travers des gestes quotidiens que nous croyons insignifiants, mais qui sont en réalité sacrés. Il existe une forme de richesse dont personne ne parle vraiment. Une richesse qui ne se voit pas sur Instagram, qui ne brille pas dans les vitrines, mais qui te permet de dormir paisiblement la nuit. Viktor Frankl disait que le sens de la vie ne se trouve pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous construisons jour après jour avec intention. Et c'est exactement ce que ces habitudes font. Elles ne créent pas des millions du jour au lendemain, elles créent quelque chose de plus précieux encore, une structure psychologique interne qui te rend imperméable à la panique, résistant à l'urgence, capable de naviguer les tempêtes financières avec une sérénité que l'argent seul ne peut jamais acheter. Adler parlait de ce qu'il appelait le sentiment d'infériorité, cette sensation profonde que nous ne sommes jamais assez, que nous n'avons jamais assez. Et c'est précisément cette blessure inconsciente qui nous pousse à compenser par l'accumulation frénétique ou, à l'inverse, par le sabotage silencieux. Mais il y a une autre voie, une voie que très peu connaissent, celle de la richesse silencieuse, construite non pas par avidité mais par sagesse, non pas par peur mais par conscience. Les recherches en neuroplasticité de Richard Davidson montrent que nous pouvons littéralement recabler notre cerveau pour la prospérité, mais pas de la façon dont les gourous du développement personnel le prétendent. Ce n'est pas une question de visualisation magique, c'est une question de répétition consciente, de gestes si petits que l'ego les méprise, mais si constants que l'univers les récompense. Chaque habitude que je vais te révéler est comme une graine plantée dans le terreau fertile de ton inconscient.
Tu ne verras pas la fleur immédiatement, mais si tu arroses avec constance, si tu protèges avec discipline, ce qui émergera transformera non seulement ton compte en banque, mais ta relation entière avec l'abondance, avec la sécurité, avec toi-même. La première de ces habitudes, celle dont presque personne ne comprend la puissance alchimique, c'est le silence matinal. Je ne parle pas simplement de se réveiller tôt, je parle de créer un espace sacré avant que le monde ne te réclame, avant que les demandes ne t'envahissent, avant que ton énergie ne soit fragmentée en 1000 directions. Jung appelait cela l'individuation, ce processus par lequel nous nous rencontrons nous-mêmes dans la solitude, où nous cessons de réagir pour commencer à créer. Et c'est dans ce silence que se construit la vraie richesse, celle qui précède toutes les autres. Parce que vois-tu, la plupart des gens vivent dans une agitation constante. Ils passent d'une urgence à l'autre, d'une notification à l'autre, et ils croient que c'est de la productivité. Mais ce n'est pas de la productivité, c'est de la réactivité. Et la réactivité ne construit jamais rien de durable, elle maintient simplement la tête hors de l'eau. Les personnes qui ont construit une richesse silencieuse, celles qui traversent les générations, ont toutes un point commun. Elles ont un rituel matinal non négociable, un moment où elles se connectent à leur vision, à leur priorité, à leur essence. Ce n'est pas de la spiritualité vague, c'est de la psychologie profonde. Antonio Damasio a découvert que notre cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de la prise de décision et de la planification, fonctionne de manière optimale lorsqu'il n'est pas bombardé de stimuli externes. Le silence matinal n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité neurologique. C'est dans ce calme que tu peux vraiment discerner ce qui est important de ce qui est urgent, ce qui construit de ce qui distrait, ce qui nourrit de ce qui draine. Et quand tu commences ta journée depuis ce lieu de clarté intérieure, chaque décision qui suit est différente. Tu ne dépenses plus par impulsion, tu n'acceptes plus des opportunités qui ne t'alignent pas, tu ne te laisses plus emporter par la frénésie collective. Tu deviens souverain de ton temps, de ton énergie, de ton argent. Sénèque, ce philosophe stoïcien qui a traversé les siècles, disait que nous ne manquons pas de temps, nous en gaspillons la majeure partie. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'argent aussi. Nous ne manquons pas nécessairement d'argent, nous en gaspillons la majeure partie dans des décisions prises depuis un état de conscience fragmenté. Le silence matinal est ton premier acte de rébellion contre ce système qui veut que tu restes dans la réactivité, dans la consommation compulsive, dans l'anxiété perpétuelle. C'est ton premier acte de construction d'une richesse qui commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Quand tu t'assieds dans ce silence, même pour 15 minutes, quelque chose de profond se passe. Tu n'es plus la personne qui court après l'argent, tu deviens la personne qui construit les conditions de sa prospérité. Et cette différence est tout. Ce n'est pas un changement visible immédiatement, mais c'est un changement cellulaire, neurologique, existentiel. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à connecter différentes régions pour créer une cohérence interne. Et c'est exactement ce que le silence matinal cultive. Une cohérence entre ce que tu veux vraiment et ce que tu fais concrètement. Une cohérence entre tes valeurs profondes et tes choix financiers. Une cohérence entre ton moi aspirant et ton moi agissant. Mais voici ce qui est fascinant, ce que Jung a révélé, qui change tout. Ce silence matinal n'est pas vide, il est plein. Plein de ta présence à toi-même, plein de tes intentions clarifiées, plein de ta vision qui se cristallise. Et quand tu plantes ces graines dans le terreau fertile de ton inconscient chaque matin, ton cerveau commence à travailler pour toi-même quand tu dors. Lisa Feldman Barrett explique que notre cerveau est une machine prédictive. Il crée constamment des scénarios futurs basés sur nos patterns présents. Si tes matins commencent dans le chaos et la panique, ton cerveau prédit plus de chaos et de panique. Si tes matins commencent dans la clarté et l'intention, ton cerveau prédit des opportunités, des solutions, des chemins que tu ne voyais pas avant. C'est comme si tu reprogrammais le GPS de ta vie financière chaque jour. Et cette reprogrammation
n'a rien de magique. Elle est profondément ancrée dans la neurobiologie. Les personnes qui ont une vraie paix financière ne sont pas celles qui ont le plus d'argent, ce sont celles qui ont le plus de clarté. Et la clarté ne vient jamais du bruit, elle vient toujours du silence. Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui dirigeait un empire mais trouvait sa force dans la contemplation, écrivait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et la qualité de tes pensées dépend de l'espace que tu leur donnes pour se former. Quand tu commences ta journée déjà en retard, déjà submergé, déjà en train de réagir aux exigences des autres, tu n'as aucun espace pour tes propres pensées, pour tes propres priorités, pour ta propre vision. Tu deviens un automate qui exécute un programme écrit par d'autres, et ce programme ne te rendra jamais prospère parce qu'il n'a pas été conçu pour toi. Le silence matinal est l'acte radical de reprendre l'écriture de ton propre programme. C'est là que tu décides qui tu veux être ce jour-là, comment tu veux te montrer, quelles valeurs tu veux incarner. Et quand ces décisions sont prises depuis un lieu de calme profond plutôt que depuis la réactivité anxieuse, tout change. Tes conversations changent, tes négociations changent, tes investissements changent, ta relation à l'argent change. Parce que tu n'es plus en train de survivre, tu es en train de créer consciemment. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Ce silence matinal n'est pas une évasion de la réalité, c'est une préparation pour la réalité. C'est comme un athlète qui s'échauffe avant une compétition, comme un musicien qui accorde son instrument avant un concert. Tu accordes ton système nerveux, tu calibres ton attention, tu alignes ton intention. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a montré que notre système nerveux autonome a besoin de moments de régulation pour ne pas rester coincé en mode survie. Et quand tu es en mode survie, toutes tes décisions financières sont dictées par la peur, par l'urgence, par le besoin de soulagement immédiat plutôt que par la construction à long terme. Le silence matinal est ton outil de régulation nerveuse le plus puissant. C'est là que tu ramènes ton système nerveux à un état de sécurité, de présence, de capacité à voir au-delà de l'immédiat. Et depuis cet état, tu peux prendre des décisions qui construisent vraiment, qui protègent vraiment, qui libèrent vraiment. Ce n'est pas une habitude romantique pour ceux qui ont du temps, c'est une habitude essentielle pour ceux qui veulent construire quelque chose qui dure. La vraie richesse ne se construit pas dans le bruit des marchés, mais dans le silence où tu rencontres qui tu es vraiment. La deuxième habitude qui construit cette richesse silencieuse, c'est l'apprentissage constant, mais pas de la façon dont on te l'a vendu. Je ne parle pas de diplômes supplémentaires ou de certifications qui s'accumulent sur un mur. Je parle d'une curiosité vivante, organique, qui transforme chaque expérience en leçon, chaque échec en données, chaque rencontre en opportunité d'expansion. Adler a révélé quelque chose de profond sur la psychologie humaine. Il a montré que ce qu'il appelait le complexe d'infériorité n'est pas une maladie à guérir, mais un moteur à canaliser. Cette sensation de ne pas être assez, de ne pas savoir assez, si elle est bien dirigée, devient la force même qui te pousse à grandir, à comprendre, à maîtriser. Les personnes qui construisent une richesse durable ne sont pas nécessairement les plus intelligentes au départ. Ce sont celles qui ont transformé leur soif d'apprendre en rituel quotidien. Parce que vois-tu, dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, ce que tu sais aujourd'hui sera obsolète demain. Mais si tu sais apprendre, si tu as développé cette capacité d'absorber, d'intégrer, d'adapter, tu es indestructible. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, à restructurer ses circuits, à évoluer même à l'âge adulte. Et cette neuroplasticité n'est pas automatique, elle est activée par l'apprentissage intentionnel. Chaque fois que tu te confrontes à une nouvelle idée, à une nouvelle compétence, à une nouvelle perspective, ton cerveau crée littéralement de nouveaux chemins neuronaux. Tu deviens quelqu'un de différent, quelqu'un de plus riche intellectuellement. Et cette richesse intellectuelle précède toujours la richesse matérielle. Parce que l'argent, au fond, n'est qu'une représentation de la valeur que tu crées dans le monde. Et la valeur que tu crées dépend directement de ce que tu sais, de comment tu penses, de quelles connexions tu peux faire que d'autres ne voient pas.
L'apprentissage constant n'est donc pas un hobby pour intellectuels, c'est un investissement dans ton capital humain le plus précieux. Marc Aurèle disait que la richesse de l'âme est la seule richesse qui ne peut être volée. Et il avait raison. Tu peux perdre ton argent dans un krach boursier, tu peux perdre ton entreprise dans une crise économique, mais ce que tu as appris, ce que tu as intégré, personne ne peut te l'enlever. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore que la plupart des gens ne comprennent pas. L'apprentissage constant ne consiste pas seulement à accumuler des informations, il s'agit de développer ce que Camus appelait la conscience lucide. Cette capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres de l'illusion, sans les mensonges réconfortants que nous nous racontons. Et cette lucidité est rare, elle est inconfortable, elle demande un courage intellectuel que peu de gens possèdent. Mais c'est précisément cette lucidité qui te permet de voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, de comprendre des patterns là où d'autres voient du chaos, de créer de la valeur là où d'autres ne voient que des problèmes. Quand tu t'engages dans un apprentissage constant, tu ne te contentes pas de consommer des contenus. Tu interroges, tu analyses, tu synthétises. Tu lis un livre et tu te demandes quelles sont les implications pratiques pour ta vie. Tu écoutes un podcast et tu réfléchis à comment cette perspective pourrait transformer ta façon de voir ton travail. Tu observes quelqu'un de prospère et tu cherches à comprendre non pas ce qu'il possède, mais comment il pense. Les neurosciences cognitives, particulièrement les travaux de Stanislas Dehaene sur la conscience, révèlent que notre capacité d'attention est limitée mais entraînable. Tu peux littéralement développer ta capacité à te concentrer profondément, à apprendre efficacement, à retenir durablement. Mais cela demande une discipline que notre époque déteste, celle de résister à la distraction constante, celle de choisir la profondeur plutôt que la superficialité, celle d'investir dans la compréhension réelle plutôt que dans l'apparence de savoir. Et c'est là que la plupart échouent. Ils collectionnent des citations inspirantes, ils scrollent des résumés de livres, ils accumulent des formations jamais terminées. Mais ils ne construisent rien de solide, parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris. Ils ont seulement effleuré la surface. L'apprentissage qui construit la richesse silencieuse est celui qui te transforme, pas celui qui te divertit. C'est celui qui te met face à ton ignorance et te force à l'affronter, celui qui te déstabilise avant de te reconstruire plus fort, celui qui te fait douter de tout ce que tu croyais savoir pour te donner une compréhension plus profonde. Sénèque enseignait que nous devrions passer chaque journée comme si c'était une leçon dans l'école de la vie. Et cette philosophie est terriblement pratique pour la prospérité. Quand tu traites chaque échec comme un professeur plutôt que comme une punition, quand tu vois chaque défi comme une opportunité d'apprendre plutôt que comme une malédiction, ta trajectoire financière change complètement. Parce que tu n'as plus peur de prendre des risques calculés, tu n'es plus paralysé par la possibilité de l'erreur. Tu sais que même si ça ne marche pas comme prévu, tu vas extraire des leçons précieuses qui serviront pour la prochaine tentative. Cette mentalité d'apprentissage perpétuel te rend antifragile, pour reprendre un concept moderne. Tu ne te contentes pas de résister au choc, tu en sors plus fort, plus sage, plus capable. Et c'est cette capacité d'adaptation rapide qui fait la différence entre ceux qui prospèrent dans n'importe quelle circonstance et ceux qui s'effondrent au moindre changement. Le monde récompense ceux qui peuvent évoluer, qui peuvent se réinventer, qui peuvent apprendre plus vite que le rythme du changement. Et voici quelque chose que Jung comprenait profondément. L'apprentissage véritable n'est pas seulement intellectuel, il est aussi psychologique, émotionnel, existentiel. Tu peux connaître toutes les stratégies financières du monde, mais si tu n'as pas fait le travail psychologique de comprendre tes patterns inconscients avec l'argent, si tu n'as pas identifié tes blocages émotionnels face à la prospérité, si tu n'as pas intégré les leçons de tes échecs passés, tout ce savoir théorique reste stérile. L'apprentissage qui transforme vraiment est celui qui te force à te regarder en face, à reconnaître tes ombres, à intégrer ce que tu as refoulé. C'est inconfortable, c'est dérangeant,
Mais c'est libérateur, parce qu'une fois que tu as compris pourquoi tu sabotes ta propre réussite, pourquoi tu as peur de l'abondance, pourquoi tu te sens coupable de vouloir plus, tu peux enfin changer ces patterns. L'apprentissage constant, dans sa forme la plus profonde, est un acte d'individuation. Tu apprends non pas pour impressionner les autres, mais pour devenir qui tu es vraiment censé être. Ceux qui investissent chaque jour dans leur intelligence construisent une richesse que personne ne peut leur retirer. La troisième habitude, celle dont presque personne ne parle sérieusement, c'est la gratitude financière. Et attention, je ne parle pas de ces affirmations creuses qu'on répète mécaniquement devant un miroir en espérant que l'univers nous envoie un chèque. Je parle d'une reconnaissance profonde, viscérale, de ce qui existe déjà dans ta vie, une capacité à voir l'abondance, même dans la simplicité, à ressentir la richesse même dans la modestie. Freud a révélé quelque chose de troublant sur la psyché humaine. Il a montré que nous sommes dominés par ce qu'il appelait le principe de plaisir, cette quête incessante de satisfaction qui n'est jamais vraiment satisfaite. Parce que dès que nous obtenons ce que nous désirions, le désir se déplace vers autre chose, toujours plus, toujours ailleurs, toujours insuffisant. C'est ce qu'il appelait la compulsion de répétition, ce mécanisme inconscient qui nous fait répéter les mêmes patterns encore et encore, même quand ils nous font souffrir. Et dans notre relation à l'argent, cette compulsion se manifeste par un sentiment perpétuel de manque. Peu importe combien tu gagnes, ce n'est jamais assez. Peu importe ce que tu possèdes, il y a toujours quelque chose qui manque. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est un mécanisme de survie qui a été mal calibré. Richard Davidson, dans ses recherches sur la neuroplasticité émotionnelle, a découvert quelque chose de fascinant. Notre cerveau a ce qu'on appelle un biais de négativité, une tendance évolutive à se concentrer sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va, parce que pour nos ancêtres, remarquer la menace était une question de survie. Mais dans notre monde moderne, ce même mécanisme nous rend aveugles à l'abondance qui nous entoure. Nous voyons ce qui manque dans notre compte en banque, mais nous ne voyons pas ce qui est là. Nous nous comparons à ceux qui ont plus, mais nous oublions ceux qui ont moins. Nous rêvons du futur hypothétique, mais nous négligeons le présent tangible. Et cette cécité à l'abondance présente crée une fréquence vibratoire de manque qui attire, ironiquement, plus de manque. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la psychologie comportementale pure. Quand tu vis dans un état constant d'insuffisance, toutes tes décisions sont dictées par la peur, par la pénurie, par le désespoir. Tu acceptes des opportunités qui ne t'alignent pas parce que tu as peur de manquer. Tu gardes de l'argent de façon compulsive sans jamais investir parce que tu as peur de perdre. Ou à l'inverse, tu dépenses de façon impulsive pour combler un vide émotionnel qui n'a rien à voir avec l'argent. La gratitude financière est l'antidote à ce poison psychologique. Ce n'est pas nier les défis réels, ce n'est pas prétendre que tout est parfait quand ce n'est pas le cas. C'est développer une capacité sophistiquée à tenir deux vérités simultanément. Oui, tu veux améliorer ta situation financière, et en même temps, il y a déjà des formes d'abondance dans ta vie que tu peux reconnaître. Cette double conscience est ce que les stoïciens appelaient la sagesse. Sénèque parlait de sufficientia, cette sensation intérieure que ce que tu as est suffisant, que tu es suffisant. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la libération. Parce que quand tu n'es plus esclave du besoin compulsif d'avoir toujours plus, tu peux enfin prendre des décisions depuis un lieu de pouvoir plutôt que de panique. Tu peux négocier sans désespoir, investir sans avidité, donner sans peur. La gratitude financière te donne quelque chose que l'argent seul ne peut jamais donner, une paix intérieure qui te rend inébranlable face aux fluctuations externes. Lisa Feldman Barrett explique que notre cerveau construit nos émotions à partir de prédictions basées sur nos expériences passées. Si ton cerveau prédit constamment le manque, il créera des émotions de manque même quand l'abondance est présente. Mais si tu entraînes ton cerveau à reconnaître l'abondance, il commencera à prédire plus d'abondance, à créer des émotions d'ouverture et de possibilité. Mais voici ce que presque personne ne comprend vraiment. La gratitude financière n'est pas passive, elle est activement créatrice.
Quand tu reconnais sincèrement la valeur de ce que tu as déjà, ton cerveau entre dans un état neurologique complètement différent. Les recherches de Matthew Lieberman sur le cerveau social montrent que la gratitude active les mêmes circuits neuronaux que la connexion sociale profonde, ceux qui génèrent la confiance, l'ouverture, la créativité. Dans cet état, tu vois des opportunités que tu ne voyais pas avant, tu attires des collaborations que tu n'aurais pas remarquées, tu prends des décisions plus alignées avec tes valeurs profondes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. Ton cerveau, dans un état de gratitude, fonctionne simplement mieux, pense plus clairement, crée plus efficacement. Et cette efficacité se traduit directement dans tes résultats financiers. Pas immédiatement, pas de façon spectaculaire, mais de façon constante, cumulative, exponentielle. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration et a ensuite développé la logothérapie, disait que même dans les circonstances les plus terribles, nous avons toujours la liberté de choisir notre attitude. Et cette liberté fondamentale, cette capacité à choisir la gratitude même dans la difficulté, est peut-être la forme la plus pure de richesse intérieure. Quand tu commences ta journée en reconnaissant 3 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant financièrement, quelque chose de subtil mais puissant se produit. Peut-être c'est le fait d'avoir un toit, même s'il n'est pas le toit de tes rêves. Peut-être c'est le fait d'avoir un revenu, même s'il n'est pas le revenu que tu vises. Peut-être c'est le fait d'avoir des compétences, même si tu ne les as pas encore pleinement monétisées. Cette reconnaissance n'est pas de la complaisance, c'est de la lucidité. Tu vois la réalité telle qu'elle est, pas pire que ce qu'elle est. Et depuis cette clarté, tu peux construire. Parce que tu construis depuis un lieu de suffisance plutôt que de manque, depuis un lieu de force plutôt que de faiblesse. Les neurosciences affectives d'Antonio Damasio révèlent que nos émotions ne sont pas séparées de notre rationalité, elles en sont la base. Toutes nos décisions, même celles qui semblent purement logiques, sont colorées par notre état émotionnel sous-jacent. Si ton état émotionnel de base est le manque et l'anxiété, même tes décisions les plus réfléchies porteront cette empreinte. Mais si ton état de base est la gratitude et la confiance, tes décisions reflèteront cette qualité. Et voici quelque chose que Jung comprenait profondément. La gratitude n'est pas seulement un sentiment individuel, c'est une reconnaissance de notre interconnexion avec quelque chose de plus grand. Quand tu es reconnaissant pour ton argent, même modeste, tu reconnais implicitement que tu fais partie d'un échange plus vaste, que tu reçois de la valeur et que tu en donnes. Cette conscience de participation plutôt que d'isolement change complètement ta psychologie. Tu n'es plus seul contre le monde, tu es en collaboration avec la vie. Et cette collaboration ouvre des portes que le combat ne pourra jamais ouvrir. Boris Cyrulnik, dans ses travaux sur la résilience, montre que les personnes qui peuvent trouver du sens et de la gratitude même dans les circonstances difficiles sont celles qui rebondissent le plus fort. Ce n'est pas qu'elles nient la douleur, c'est qu'elles ne permettent pas à la douleur de définir toute leur réalité. Elles trouvent des points de lumière même dans l'obscurité, et ces points de lumière deviennent des phares qui les guident vers la sortie. La richesse commence le jour où tu cesses de chercher dehors ce qui existe déjà en toi. Laquelle de ces habitudes résonne le plus profondément avec ce que tu vis en ce moment? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais comprendre où tu en es dans ton chemin. La 4e habitude, celle qui sépare vraiment ceux qui rêvent de richesse de ceux qui la construisent, c'est l'action microscopique. Et je sais que ça sonne presque ridicule, dans un monde obsédé par les transformations spectaculaires, les succès overnight, les millions rapides. Mais Jung a découvert quelque chose de profond sur la psyché humaine qu'il appelait la fonction transcendante. C'est cette capacité mystérieuse que nous avons de transformer les opposés en synthèse, le petit en grand, l'insignifiant en monumental. Et cette fonction ne s'active pas par des gestes héroïques, elle s'active par la répétition constante de gestes si petits que l'ego les considère indignes. Parce que vois-tu, l'ego veut de la grandeur immédiate, de la reconnaissance instantanée, des résultats visibles. Mais la richesse silencieuse se construit dans l'invisible, dans ces micro-décisions quotidiennes que personne ne voit, que personne n'applaudit,
que même toi, tu ne remarques presque pas. Mettre de côté 5 € par jour, c'est ridicule pour l'ego. Lire 10 pages d'un livre sur les finances personnelles, c'est insignifiant. Refuser un achat impulsif de 15 €, c'est banal. Mais ces gestes, répétés jour après jour, mois après mois, année après année, créent quelque chose d'extraordinaire. Joseph Ledoux, dans ses recherches sur les circuits neuronaux de la mémoire et du comportement, a démontré que nos habitudes se forment par la répétition qui crée littéralement de nouvelles voies neuronales. Chaque fois que tu répètes un comportement, tu renforces le circuit neuronal correspondant. Et au bout d'un certain temps, ce qui demandait un effort conscient devient automatique, inconscient, naturel. C'est pour ça que les personnes vraiment prospères ne se battent pas constamment avec elles-mêmes pour faire les bonnes choses. Elles ont tellement répété les bons gestes qu'ils sont devenus leur nature même. Elles n'ont pas besoin de volonté pour épargner, c'est automatique. Elles n'ont pas besoin de se forcer pour investir, c'est naturel. Elles n'ont pas besoin de se motiver pour apprendre, c'est un réflexe. Mais cette automatisation ne vient jamais d'un grand geste unique, elle vient de 1000 petits gestes répétés. Marc Aurèle écrivait que la qualité de ta vie est déterminée par la qualité de tes pensées répétées. Et je dirais la même chose pour ta situation financière. Ta richesse est déterminée par la qualité de tes actions répétées, même les plus microscopiques. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Ces actions microscopiques ne construisent pas seulement ta richesse matérielle, elles construisent ton identité. Chaque fois que tu choisis de mettre de l'argent de côté plutôt que de le dépenser impulsivement, tu envoies un signal à ton inconscient. Tu lui dis « Je suis quelqu'un qui contrôle mes impulsions, je suis quelqu'un qui pense à long terme, je suis quelqu'un qui construit quelque chose qui dure. » Et ton inconscient, qui ne fait pas de différence entre réalité et perception, commence à te voir de cette façon. Tu commences à te voir de cette façon. Et quand ton identité change, tout le reste suit naturellement. Adler parlait de ce processus comme la création d'un style de vie, cette façon unique que chaque personne développe de naviguer le monde. Et ce style de vie n'est pas quelque chose que tu choisis consciemment une fois, c'est quelque chose que tu construis geste par geste, décision par décision, jour par jour. Les personnes qui ont construit une richesse durable ont développé un style de vie où les bonnes décisions financières ne sont pas des exceptions courageuses, mais des expressions naturelles de qui elles sont. Antonio Damasio a révélé que nos décisions ne viennent pas de notre raison pure, mais de ce qu'il appelle les marqueurs somatiques, ces signaux émotionnels inconscients qui nous guident. Et ces marqueurs se forment par l'expérience répétée. Chaque fois que tu fais une action microscopique positive et que tu en ressens, même subtilement, les bénéfices, ton cerveau crée un marqueur positif. La prochaine fois, ce sera un peu plus facile. Et la fois d'après, encore plus facile. Jusqu'à ce que ce qui était difficile au début devienne naturel, évident, automatique. C'est comme apprendre à marcher. Au début, chaque pas demande une concentration intense. Mais après des milliers de répétitions, tu marches sans même y penser. La richesse silencieuse se construit de la même façon. Au début, chaque bonne décision financière demande un effort conscient. Mais après des milliers de répétitions, tu deviens prospère sans même y penser, parce que c'est devenu qui tu es. Viktor Frankl disait que le sens de la vie se trouve dans nos actions quotidiennes, pas dans de grands gestes occasionnels. Et c'est exactement ça. Le sens de ta prospérité ne se trouve pas dans le jour où tu gagnes à la loterie ou où tu reçois un héritage. Il se trouve dans ces milliers de jours où tu as choisi l'action microscopique constructive plutôt que la satisfaction immédiate destructive. Et voici ce qui est vraiment troublant. La plupart des gens échouent financièrement, non pas parce qu'ils manquent de grandes opportunités, mais parce qu'ils sabotent les petites. Ils attendent le grand projet, l'investissement parfait, l'opportunité en or. Pendant ce temps, ils négligent les 10 € par jour qui s'accumulent en rien, les abonnements qu'ils n'utilisent pas, les achats impulsifs qu'ils regrettent, les intérêts composés qui travaillent contre eux plutôt que pour eux. Ce n'est pas de la négligence,
C'est un mécanisme psychologique que Freud identifiait comme la résistance. Ton inconscient résiste au changement même quand ce changement est dans ton intérêt, parce que le changement est menaçant pour l'identité établie. Si tu t'identifies comme quelqu'un qui n'est pas bon avec l'argent, chaque action qui contredit cette identité créera une dissonance cognitive que ton inconscient voudra éliminer. Et la façon la plus facile d'éliminer cette dissonance, c'est de saboter l'action positive. C'est pour ça que tant de gens commencent avec enthousiasme et abandonnent après quelques semaines. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une guerre intérieure entre l'identité actuelle et l'identité future. Mais les actions microscopiques, parce qu'elles sont si petites, peuvent contourner cette résistance. Ton ego ne se sent pas menacé par 5 €. Ton identité ne se bat pas contre 10 pages de lecture. Ces gestes sont suffisamment insignifiants pour passer sous le radar de la résistance inconsciente, mais suffisamment constants pour créer un changement réel. C'est comme de l'eau qui sculpte la roche. Un ruisseau ne peut rien faire contre un rocher en une journée, mais après des années de flux constant, le rocher prend la forme que l'eau a décidée. Tes actions microscopiques sont ce ruisseau. Ton identité financière actuelle est ce rocher. Et si tu es patient, si tu es constant, si tu es fidèle au processus même quand tu ne vois pas de résultats immédiats, tu sculpteras une nouvelle réalité. Richard Davidson a prouvé que la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se reconfigurer, fonctionne par répétition et non par intensité. Ce n'est pas la méditation de 8 heures une fois qui change ton cerveau, c'est la méditation de 20 minutes chaque jour pendant des mois. De même, ce n'est pas l'épargne de 1 000 € une fois qui change ta situation financière, c'est l'épargne de 10 € chaque jour pendant des années. Et il y a quelque chose de sacré dans cette constance, quelque chose de profondément spirituel dans le fait de montrer chaque jour, même quand tu ne te sens pas inspiré, même quand les résultats ne sont pas visibles, même quand personne ne te regarde. Sénèque enseignait que le caractère se forge dans la répétition quotidienne de petits actes de vertu. Et je dirais que la prospérité se forge de la même façon. Ce n'est pas ce que tu fais une fois de temps en temps qui compte, c'est ce que tu fais tous les jours qui devient qui tu es. Les géants ne naissent pas géants, ils deviennent géants par l'accumulation de milliers de petites croissances quotidiennes que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Ta richesse silencieuse est exactement ça. Ces micro-actions que tu plantes aujourd'hui germeront en abondance visible dans quelques années, mais seulement si tu continues à les planter chaque jour avec foi, avec discipline, avec amour. La richesse silencieuse se construit avec des gestes si petits que l'ego les méprise, mais si constants que l'univers les récompense. La 5e habitude, celle qui libère vraiment, c'est la simplicité radicale. Et je sais que ça va à l'encontre de tout ce que notre culture nous vend. Nous vivons dans une société qui équivaut la valeur à la possession, qui mesure le succès par l'accumulation, qui juge la réussite par l'ostentation. Mais Adler a révélé quelque chose de troublant sur la psychologie humaine. Il a montré que ce besoin compulsif de posséder, d'accumuler, de montrer, vient souvent d'un sentiment profond d'infériorité. Nous essayons de compenser un vide intérieur par un trop-plein extérieur. Nous pensons que si nous avons assez de choses, nous nous sentirons enfin assez. Mais ça ne fonctionne jamais comme ça, parce que le vide intérieur n'est pas un problème matériel, c'est un problème existentiel. Et aucune quantité de possession ne peut remplir un vide qui n'a rien à voir avec ce que tu as, mais tout à voir avec qui tu crois être. La simplicité radicale n'est pas de la privation, c'est de la libération. C'est le choix conscient de ne posséder que ce qui sert vraiment ta vie, qui nourrit vraiment ton âme, qui soutient vraiment ta vision. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a démontré quelque chose de fascinant sur notre système nerveux. Il a montré que nous avons besoin de nous sentir en sécurité pour fonctionner de façon optimale, pour être créatifs, connectés, vivants. Et l'un des plus grands voleurs de cette sensation de sécurité, c'est le chaos matériel. Quand tu es entouré de trop de choses,
Quand ta vie est encombrée de possessions que tu n'utilises pas, que tu ne veux pas vraiment, que tu gardes par peur ou par habitude, ton système nerveux reste en état d'alerte subtile. C'est comme un bruit de fond constant qui épuise ton énergie vitale sans que tu t'en rendes compte. Mais quand tu simplifies radicalement, quand tu ne gardes que l'essentiel, quand chaque objet autour de toi a un but et une place, quelque chose de profond se calme en toi. Ton système nerveux peut enfin se reposer, et depuis cet état de repos, de paix, de clarté, tu peux créer, penser, décider d'une façon complètement différente. Les personnes qui ont construit une richesse silencieuse ont toutes compris ça. Elles ne mesurent pas leur succès par combien elles possèdent, mais par combien elles n'ont pas besoin de posséder pour se sentir complètes. Sénèque, ce philosophe stoïcien qui était l'un des hommes les plus riches de Rome, écrivait sur ce qu'il appelait la pauvreté volontaire. Ce n'était pas une pauvreté imposée par les circonstances, mais un choix conscient de vivre avec moins pour vivre mieux. Il pratiquait régulièrement des périodes où il se contentait du strict minimum, dormait sur un sol dur, mangeait simplement. Et il disait que ces expériences lui donnaient quelque chose de plus précieux que toutes ses richesses, la certitude qu'il pourrait survivre sans elles, la liberté de ne pas en être esclave. Et c'est exactement ce que la simplicité radicale cultive. Elle te donne la liberté. Parce que quand tu n'as pas besoin de beaucoup pour être heureux, tu ne peux pas être contrôlé par la peur de perdre. Tu ne restes pas dans un travail qui détruit ton âme parce que tu as besoin de payer pour des choses dont tu n'as pas vraiment besoin. Tu ne t'endettes pas pour impressionner des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à toi. Tu ne sacrifies pas ta santé, tes relations, ta paix intérieure sur l'autel de l'accumulation matérielle. Lisa Feldman. Barrett explique que notre cerveau prédit constamment nos besoins énergétiques et ajuste notre comportement en conséquence. Quand tu as une vie matériellement compliquée, avec des centaines d'objets à gérer, à maintenir, à organiser, ton cerveau alloue une énorme quantité d'énergie cognitive à cette gestion. C'est de l'énergie qui ne peut pas être utilisée pour créer, pour résoudre des problèmes, pour voir des opportunités. Mais quand tu simplifies radicalement, tu libères cette énergie. Tu peux enfin penser clairement, voir loin, agir stratégiquement. Et cette clarté se traduit directement en prospérité. Parce que les meilleures opportunités financières ne viennent pas à ceux qui sont les plus occupés. Elles viennent à ceux qui ont l'espace mental pour les reconnaître et l'agilité pour les saisir. La simplicité radicale te donne cet espace, cette agilité, cette liberté. Marc Aurèle disait que très peu est nécessaire pour rendre une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta façon de penser. Et il avait profondément raison. Le problème n'est jamais ce que tu n'as pas, c'est ton attachement à ce que tu penses devoir avoir. Mais voici ce que peu de gens comprennent vraiment. La simplicité radicale n'est pas uniforme, elle est personnelle. Ce qui est essentiel pour toi n'est pas nécessairement essentiel pour quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de suivre une règle arbitraire, comme posséder moins de 100 objets ou vivre dans 20 mètres carrés. Il s'agit de te poser la question honnête pour chaque chose dans ta vie. Est-ce que ceci sert ma vision? Est-ce que ceci nourrit mon âme? Est-ce que ceci m'aide à devenir qui je veux être? Et si la réponse est non, même si c'est quelque chose de cher, même si c'est quelque chose que tout le monde dit que tu devrais avoir, tu le laisses partir. Cette capacité à dire non à ce qui ne t'aligne pas, même quand c'est tentant, même quand c'est facile, même quand c'est gratuit, c'est une forme de pouvoir que très peu possèdent. Freud parlait du principe de réalité qui s'oppose au principe de plaisir. La maturité psychologique consiste à pouvoir retarder la gratification immédiate pour un bien-être à long terme. Et la simplicité radicale est l'expression ultime de cette maturité. Tu refuses le plaisir immédiat de l'accumulation pour la paix à long terme de l'essentiel. Daniel Siegel parle d'intégration comme la clé de la santé mentale. Une vie intégrée est une vie où tout se tient, où tes valeurs, tes actions, tes possessions sont en cohérence. Et cette cohérence crée une sensation de bien-être profond que rien d'extérieur ne peut donner. Quand tu vis dans la simplicité radicale, quand chaque élément de ta vie a un sens et une place, tu ressens cette intégration.
Tu n'es plus fragmenté entre ce que tu dis valoriser et ce que tu fais réellement. Tu n'es plus déchiré entre tes aspirations et tes comportements. Tu es un, cohérent, aligné. Et depuis cet alignement, la prospérité coule naturellement. Parce que tu n'es plus en train de gaspiller ton énergie dans des contradictions internes, dans des dissonances cognitives, dans des compromis qui t'épuisent. Toute ton énergie est disponible pour créer, pour construire, pour prospérer. Boris Cyrulnik montre que la résilience vient de la capacité à donner du sens à nos expériences. Et la simplicité radicale est une façon de donner du sens à chaque aspect de ta vie matérielle. Rien n'est là par accident, par habitude, par inertie. Tout est là par choix conscient, par intention claire, par alignement profond. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans tout ce dont tu n'as plus besoin pour te sentir complet. Combien de ces patterns inconscients as-tu reconnus dans ta propre relation à l'argent? Écris ton nombre en commentaire. Prendre conscience est déjà une transformation. La 6e habitude, celle qui transforme vraiment la fréquence de ta relation à l'abondance, c'est le don silencieux. Et je ne parle pas de charité ostentatoire, de donation pour réduction fiscale ou de générosité calculée. Je parle de quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, de plus puissant. Jung a découvert quelque chose de fascinant sur la psyché humaine. Il a montré que le soi, cette totalité psychologique que nous cherchons tous à atteindre, s'exprime naturellement par le don, par la contribution, par la transcendance du petit moi égoïque. Quand tu donnes vraiment, pas par obligation mais par un mouvement authentique de ton âme, tu touches quelque chose de sacré en toi. Tu sors de la prison de la survie individuelle pour entrer dans l'espace de la participation collective. Et ce changement de fréquence psychologique change tout. Parce que vois-tu, tant que tu es coincé dans la mentalité de pénurie, dans cette croyance inconsciente qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, que si tu donnes, tu perdras, que si quelqu'un gagne, tu perds, tu vis dans un état de constriction constant, et cet état de constriction attire plus de constriction, plus de manque, plus de peur. Matthew Lieberman, dans ses recherches sur le cerveau social, a révélé quelque chose d'extraordinaire. Notre cerveau est câblé pour la connexion, pour la générosité, pour le don. Quand nous donnons sincèrement, les mêmes circuits neuronaux s'activent que quand nous recevons une récompense. Ce n'est pas de l'altruisme naïf, c'est de la neurobiologie pure. Nous sommes littéralement conçus pour trouver du plaisir dans le fait de donner. Mais notre conditionnement social, notre éducation basée sur la compétition et la survie a étouffé cette tendance naturelle. Nous avons appris à retenir, à accumuler, à protéger ce qui est nôtre, et cette rétention crée une stagnation énergétique. L'argent, au fond, est une énergie de circulation. Il est censé circuler, passer de main en main, créer de la valeur à chaque échange. Quand tu le retiens par peur, quand tu le gardes compulsivement sans jamais le laisser circuler, tu crées un blocage. C'est comme un fleuve qui stagne et devient un marais. Le don silencieux est ce qui remet le fleuve en mouvement. Ce n'est pas que tu donnes tout ce que tu as de façon irresponsable, c'est que tu participes consciemment à la circulation de l'abondance. Viktor Frankl parlait de la transcendance du soi comme l'essence même de ce qui nous rend humains. Cette capacité à aller au-delà de nos besoins personnels pour contribuer à quelque chose de plus grand. Et il a découvert, dans les conditions les plus extrêmes imaginables des camps de concentration, que ceux qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient une raison de vivre qui dépassait leur propre survie. Ceux qui se souciaient des autres, qui partageaient leurs dernières miettes de pain, qui trouvaient un sens dans le fait de contribuer même quand ils n'avaient presque rien. Cette capacité de don, même dans la privation extrême, n'était pas de la folie, c'était de la sagesse profonde, parce que le don affirme l'abondance même quand les circonstances suggèrent le manque. Quand tu donnes depuis un lieu de peur de manquer, depuis un lieu de devoir, depuis un lieu de calcul, ce n'est pas vraiment du don, c'est de la transaction déguisée. Mais quand tu donnes depuis un lieu de reconnaissance, que tu as assez, que tu es assez,
que l'univers est abondant, tu changes ta fréquence vibratoire fondamentale. Camus parlait de la solidarité comme la seule réponse cohérente à l'absurde de l'existence. Dans un univers sans garantie, sans justice cosmique automatique, sans récompense promise, le seul acte qui a du sens est de se soutenir mutuellement. Et cette solidarité n'est pas un sacrifice, c'est une affirmation de notre humanité commune. Quand tu donnes silencieusement, sans attendre de reconnaissance, sans calculer le retour, sans mesurer le mérite du receveur, tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu déclares que tu fais confiance au processus de la vie, que tu crois en l'abondance cosmique, que tu participes à une économie plus vaste que celle des transactions visibles. Et cette déclaration n'est pas perçue seulement consciemment. Elle est entendue par ton inconscient profond. Ton cerveau commence à créer une nouvelle histoire sur qui tu es et comment le monde fonctionne. Tu n'es plus quelqu'un qui doit accumuler désespérément pour survivre. Tu es quelqu'un qui peut donner généreusement parce qu'il y a toujours assez. Et cette nouvelle identité attire naturellement plus d'abondance, plus d'opportunités, plus de synchronicité. Boris Cyrulnik, dans ses travaux magnifiques sur la résilience, montre que la capacité à donner après avoir souffert, à contribuer après avoir manqué, est l'un des signes les plus puissants de guérison psychologique. Ce n'est pas que tu dois donner pour guérir, c'est que quand tu as vraiment guéri, le don devient naturel. Tu n'as plus besoin de te venger du monde qui t'a blessé en retenant ce que tu as. Tu peux être généreux parce que tu as intégré tes blessures. Tu as compris que la vie n'est pas une compétition à somme nulle, mais une danse d'interdépendance. Et depuis cette compréhension, le don n'est plus un sacrifice, mais une célébration. Une célébration du fait que tu as dépassé la survie pour entrer dans la prospérité, non pas seulement matérielle, mais existentielle. Les neurosciences sociales révèlent que les communautés où les gens donnent généreusement sont plus prospères collectivement. Ce n'est pas parce que le don crée magiquement de l'argent, c'est parce qu'il crée de la confiance, et la confiance est le fondement de toute économie fonctionnelle. Mais voici ce que presque personne ne comprend vraiment. Le don silencieux n'est pas seulement vers l'extérieur, il peut aussi être vers ton futur, toi. Quand tu mets de l'argent de côté pour ton futur, ce n'est pas de l'avarice, c'est du don. Tu donnes à la personne que tu seras dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Tu lui offres la sécurité, la liberté, les options que tu n'as peut-être pas maintenant. Et ce don à ton futur toi est aussi sacré que le don à un étranger. C'est une affirmation que tu te valorises assez pour prendre soin de toi-même à travers le temps. Freud parlait de la capacité à retarder la gratification comme un signe de maturité psychologique. Et c'est exactement ça. Donner à ton futur toi demande de retarder le plaisir immédiat, de résister à la tentation de tout dépenser maintenant, de faire confiance que le sacrifice d'aujourd'hui sera une bénédiction demain. Cette capacité n'est pas innée, elle se cultive. Et chaque fois que tu choisis de donner, que ce soit à quelqu'un d'autre ou à ton futur toi, tu renforces cette capacité. Tu deviens quelqu'un qui peut penser à long terme, qui peut construire quelque chose qui dure, qui peut transcender l'impulsion immédiate pour une vision plus grande. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de donner sans attendre de retour. Parce que quand tu donnes avec une attente, consciente ou inconsciente, tu crées une dette psychologique. Tu deviens attaché à l'idée que l'autre te doit quelque chose, que l'univers te doit quelque chose. Et cet attachement est une prison. Mais quand tu donnes vraiment librement, sans agenda caché, sans calcul subtil, tu es libre. Tu as donné parce que c'était juste pour toi à ce moment-là, parce que ça résonnait avec tes valeurs, parce que ça exprimait qui tu veux être. Et peu importe ce qui se passe après, tu es en paix. Cette paix est inestimable. C'est une richesse intérieure que aucune somme d'argent ne peut acheter. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas les résultats, nous contrôlons seulement nos actions. Alors concentre-toi sur l'action juste, sur le don authentique et laisse les résultats à l'univers. Cette philosophie appliquée au don crée une liberté psychologique extraordinaire. Tu n'es plus esclave du besoin de réciprocité, du besoin de contrôle, du besoin de garantie. Tu peux donner
et lâcher prise, confiant que ce qui doit revenir reviendra sous la forme qui sera juste, au moment qui sera approprié. Ceux qui donnent en silence, sans attendre de retour, créent une dette invisible que l'univers finit toujours par honorer. La septième et dernière habitude, celle qui intègre toutes les autres et les transforme en manifestations tangibles, c'est la vision claire. Et je ne parle pas de rêverie vague ou de visualisation magique. Je parle d'une clarté cristalline sur qui tu veux devenir, comment tu veux vivre, quelle empreinte tu veux laisser. Jung parlait d'imagination active, cette capacité sophistiquée à dialoguer consciemment avec ton inconscient, à créer des images mentales si vivantes qu'elles deviennent des blueprints pour ta réalité future. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est de la psychologie profonde. Parce que ton cerveau, comme Lisa Feldman Barrett l'a démontré, est une machine prédictive. Il crée constamment des modèles du futur basés sur ton passé et ton présent. Et ces prédictions influencent massivement ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que tu fais. Si ton cerveau prédit l'échec, il créera les conditions de l'échec. Si ton cerveau prédit la médiocrité, il te guidera vers la médiocrité. Mais si ton cerveau a une vision claire de la prospérité, de l'abondance, de la réussite alignée avec tes valeurs, il commencera à créer les conditions de cette réalité. Il te fera remarquer des opportunités que tu ne voyais pas avant, te donnera le courage de saisir des chances que tu aurais refusées, te guidera vers des décisions que tu n'aurais pas prises sans cette clarté. Stanislas Dehaene, dans ses recherches fascinantes sur la conscience, a montré que notre attention consciente est comme un projecteur. Elle illumine ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer et le reste reste dans l'ombre. Si tu n'as pas de vision claire, ton projecteur d'attention saute d'une chose à l'autre de façon chaotique, réagissant à ce qui crie le plus fort, à ce qui brille le plus, à ce qui menace le plus. Mais quand tu as une vision claire, ton projecteur d'attention devient focalisé, intentionnel, stratégique. Tu vois ce qui sert ta vision et tu ignores consciemment ce qui la distrait. Cette capacité à filtrer le bruit pour te concentrer sur le signal est peut-être la compétence la plus précieuse dans notre monde d'informations saturées. Et elle commence par la clarté. Clarté sur ce que tu veux vraiment, pas ce que tes parents veulent pour toi, pas ce que la société dit que tu devrais vouloir, pas ce que ton ego pense qu'il devrait désirer, mais ce que ton âme sait qu'elle est venue ici pour créer. Cette clarté ne vient pas d'un exercice intellectuel, elle vient d'une écoute profonde de toi-même. Viktor Frankl disait que celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Et c'est exactement ce que la vision claire te donne. Un pourquoi si puissant, si aligné, si authentique que les obstacles deviennent secondaires. Tu ne te demandes plus si c'est difficile, tu te demandes si ça vaut la peine. Et quand la réponse est oui, quand ta vision est vraiment claire et vraiment tienne, alors aucune difficulté n'est trop grande, aucun sacrifice n'est trop lourd, aucun délai n'est trop long. Tu deviens imparable non pas parce que tu es plus fort que les autres, mais parce que tu sais exactement où tu vas et pourquoi tu y vas. Marc Aurèle enseignait que nous devrions visualiser nos actions futures avant de les entreprendre, imaginer comment nous voulons nous comporter dans différentes situations, créer une intention claire qui guidera nos réponses spontanées. Cette pratique stoïcienne est exactement ce que les neurosciences modernes confirment comme efficace. Quand tu visualises clairement un comportement futur, tu crées les circuits neuronaux qui rendront ce comportement plus probable. C'est comme une répétition mentale qui prépare ton cerveau à l'exécution réelle. Mais voici ce que peu de gens comprennent vraiment. La vision claire ne consiste pas seulement à voir le résultat final. Elle consiste à voir le processus, à visualiser qui tu dois devenir pour mériter ce résultat, à imaginer les habitudes que tu dois cultiver, les décisions que tu dois prendre, les peurs que tu dois affronter. Adler parlait de la finalité fictive, cette image du futur que nous créons et qui guide notre comportement présent. Même si nous ne pouvons jamais connaître l'avenir avec certitude, le fait d'avoir une image claire de ce que nous visons nous donne une direction, un sens, une cohérence. Sans cette finalité fictive, nous errons sans but, réagissant aux circonstances plutôt que créant notre chemin.
Avec elle, nous devenons des agents créatifs de notre propre vie plutôt que des victimes passives des événements. La richesse silencieuse demande cette vision claire, parce qu'elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas validée par des applaudissements externes. Si tu n'as pas une vision interne forte de ce que tu construis et pourquoi, tu abandonneras au premier obstacle, à la première tentation, au premier doute. Antonio Damasio a révélé que nos émotions et notre raison ne sont pas séparées, elles sont profondément entrelacées. Et la vision claire qui construit vraiment la richesse n'est pas seulement intellectuelle, elle est émotionnelle, viscérale, incarnée. Tu ne te contentes pas de penser à ton futur prospère, tu le ressens dans ton corps, tu le vis dans ton imagination avec une intensité telle que ton cerveau ne fait plus vraiment la différence entre l'imaginé et le vécu. Ce n'est pas de la manipulation mentale, c'est de l'utilisation consciente des capacités naturelles de ton cerveau. Quand tu combines la clarté intellectuelle avec l'intensité émotionnelle, quand ta vision engage à la fois ton cortex préfrontal et ton système limbique, tu crées une force motivationnelle extraordinaire. Tu ne te forces plus à faire les bonnes choses, tu es naturellement tiré vers elles parce qu'elles résonnent avec cette vision vivante que tu portes. Les recherches de Richard Davidson sur la neuroplasticité montrent que notre cerveau change physiquement en fonction de nos pratiques mentales répétées. Si tu visualises clairement ta prospérité chaque jour, si tu te vois gérant l'argent avec sagesse, investissant avec intelligence, donnant avec générosité, ton cerveau commence littéralement à se reconfigurer pour rendre ses comportements plus automatiques. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que Jung a compris. La vision claire ne concerne pas seulement ton futur extérieur, elle concerne ton intégration intérieure. Quand tu as une vision de qui tu veux devenir, tu identifies naturellement les parties de toi qui ne correspondent pas à cette vision. Les peurs qui te retiennent, les croyances qui te limitent, les patterns qui te sabotent. Et cette identification est le début de l'intégration de ta sombra. Tu ne peux pas transformer ce que tu ne reconnais pas. Mais une fois que tu as une vision claire de ton moi futur prospère, ton moi actuel avec toutes ses limitations devient visible par contraste. Et depuis cette visibilité, tu peux commencer le travail de transformation. Ce n'est pas un jugement cruel, c'est une observation lucide. Tu vois où tu es, tu vois où tu veux être, et tu peux tracer un chemin conscient entre les deux. Cette lucidité est un cadeau de la vision claire. Sans elle, tu es perdu dans le brouillard, réagissant à ce qui vient, espérant vaguement que les choses s'amélioreront. Avec elle, tu deviens l'architecte conscient de ta propre transformation, le sculpteur intentionnel de ta propre prospérité. La richesse silencieuse commence par une vision si claire que ton cerveau ne fait plus la différence entre l'imaginé et le vécu. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, mais en réalité, ce n'est que le début du tien. Parce que maintenant tu sais que la richesse silencieuse n'est pas une question de chance ou de privilège, mais de discipline quotidienne invisible. Tu sais que ce ne sont pas les grands gestes spectaculaires qui construisent la prospérité durable, mais les petits rituels constants que personne ne voit. Tu sais que ton rapport à l'argent n'est pas séparé de ton rapport à toi-même, que ta santé financière reflète ta santé psychologique, que ta prospérité extérieure est toujours le miroir de ta richesse intérieure. Et cette connaissance change tout, parce que tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas, tu ne peux plus blâmer les circonstances externes, tu ne peux plus attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu sais maintenant que le pouvoir a toujours été en toi, que les habitudes qui construisent la richesse silencieuse sont disponibles pour toi dès maintenant, que la seule question qui reste est vas-tu les pratiquer ou vas-tu retourner aux patterns qui t'ont gardé coincé jusqu'ici. Jung disait que nous ne devenons pas illuminés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est exactement ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Nous avons rendu conscients les mécanismes inconscients qui dictent ta relation à l'argent, nous avons illuminé les patterns cachés qui sabotent ta prospérité. Nous avons révélé les habitudes invisibles qui construisent ou détruisent ta richesse. Et maintenant que c'est conscient,
Maintenant que c'est visible, tu as le pouvoir de choisir. Choisir le silence matinal plutôt que l'agitation réactive. Choisir l'apprentissage constant plutôt que la stagnation confortable. Choisir la gratitude financière plutôt que la plainte perpétuelle. Choisir l'action microscopique plutôt que la paralysie grandiose. Choisir la simplicité radicale plutôt que l'accumulation compulsive. Choisir le don silencieux plutôt que la rétention peureuse. Choisir la vision claire plutôt que l'errance vague. Ces choix ne sont pas faciles, ils ne sont jamais faciles, parce qu'ils demandent de résister à tout ce que la culture nous pousse à faire, de nager à contre-courant, de construire en silence, pendant que d'autres exhibent bruyamment. Mais voici ce que je veux que tu comprennes profondément. Ces habitudes ne sont pas des disciplines austères qui vont rendre ta vie misérable. Au contraire, ce sont des portes vers une liberté que très peu connaissent. La liberté de ne pas être esclave de tes impulsions, la liberté de ne pas paniquer à chaque fluctuation économique, la liberté de prendre des décisions basées sur tes valeurs plutôt que sur ta peur, la liberté de donner généreusement parce que tu sais que tu as toujours assez, la liberté de vivre simplement parce que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cette liberté, cette paix financière profonde, c'est ce que la richesse silencieuse construit. Pas l'excitation temporaire d'un achat impulsif, pas la validation superficielle de l'ostentation, pas l'adrénaline toxique de vivre au-dessus de tes moyens, mais quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus réel. Une confiance tranquille que peu importe ce qui arrive, tu as construit quelque chose de solide. Tu as développé des capacités qui te serviront toujours. Tu as cultivé une sagesse qui ne peut jamais être perdue. Frankl a survécu à l'enfer des camps de concentration et a découvert que même dans les circonstances les plus déshumanisantes, nous gardons toujours la liberté de choisir notre attitude. Cette liberté fondamentale, cette capacité à choisir comment nous répondons à ce qui nous arrive, c'est peut-être la forme la plus pure de richesse. Et c'est exactement ce que ces habitudes cultivent. Elles te donnent le pouvoir de choisir consciemment plutôt que de réagir impulsivement, de construire intentionnellement plutôt que de dériver passivement, de créer délibérément plutôt que de subir victimement. Chaque fois que tu choisis le silence matinal, tu affirmes ta souveraineté sur ton temps et ton attention. Chaque fois que tu choisis d'apprendre quelque chose de nouveau, tu investis dans ton capital humain, irremplaçable. Chaque fois que tu choisis la gratitude, tu reprogrammes ton cerveau pour voir l'abondance. Chaque fois que tu choisis l'action microscopique, tu sculptes ton futur avec patience. Chaque fois que tu choisis la simplicité, tu te libères du poids de l'accumulation. Chaque fois que tu choisis de donner, tu participes à la circulation de l'énergie. Chaque fois que tu clarifies ta vision, tu guides ton inconscient vers la manifestation. Et ces choix, répétés jour après jour, deviennent qui tu es. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons toujours comment nous y répondons. Et cette philosophie est terriblement pratique pour la prospérité. Tu ne contrôles pas l'économie globale, tu ne contrôles pas les crises financières, tu ne contrôles pas les opportunités qui te sont offertes, mais tu contrôles toujours tes habitudes quotidiennes, tu contrôles toujours tes choix de dépenses et d'épargne, tu contrôles toujours ta discipline et ta vision. Et c'est dans cet espace de contrôle, aussi petit qu'il puisse paraître, que se construit toute vraie richesse. Parce que la richesse silencieuse n'est jamais à la merci des circonstances externes, elle est ancrée dans ton caractère interne. Les marchés peuvent s'effondrer, les industries peuvent disparaître, les économies peuvent entrer en récession. Mais si tu as cultivé ces habitudes, si tu as développé ce caractère, si tu as construit cette sagesse, tu traverseras n'importe quelle tempête. Tu trouveras toujours un moyen de créer de la valeur. Tu découvriras toujours des opportunités invisibles aux autres. Tu maintiendras toujours cette paix intérieure qui est plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. Alors maintenant, la vraie question n'est plus théorique. La vraie question est pratique, concrète, urgente. Qu'est-ce que tu vas faire demain matin? Vas-tu te réveiller et plonger immédiatement dans le chaos du scroll et des notifications? Ou vas-tu créer ce moment sacré de silence pour te rencontrer toi-même?
Qu'est-ce que tu vas apprendre cette semaine qui va élargir ta compréhension, affiner tes compétences, transformer ta perspective? Qu'est-ce que tu vas reconnaître avec gratitude aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas ce que tu veux ultimement? Quelle action microscopique vas-tu planter aujourd'hui qui germera en prospérité dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans? De quoi peux-tu te libérer cette semaine qui encombre ta vie sans la nourrir? À qui peux-tu donner quelque chose cette semaine, que ce soit de l'argent, du temps, de l'attention, de la compassion, sans attendre quoi que ce soit en retour? Comment peux-tu clarifier ta vision aujourd'hui pour que chaque décision qui suit soit guidée par cette clarté plutôt que par la confusion? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont la différence entre la transformation et la stagnation, entre la richesse silencieuse et la lutte perpétuelle. Et rappelle-toi toujours ceci, le chemin de la richesse silencieuse est solitaire au début, parce que tu ne recevras pas d'applaudissements pour épargner 10 €, tu ne seras pas célébré pour te lever tôt et méditer, tu ne seras pas validé pour simplifier ta vie quand tout le monde accumule. Tes amis ne comprendront peut-être pas pourquoi tu refuses certaines dépenses, pourquoi tu préfères lire plutôt que sortir, pourquoi tu es si intentionnel avec chaque euro. Mais continue quand même. Continue parce que tu construis quelque chose que très peu comprennent, quelque chose que très peu valorisent, jusqu'à ce que les résultats deviennent si évidents qu'ils ne peuvent plus être ignorés. Et même alors, même quand ta richesse silencieuse devient visible, ne change rien. Reste humble, reste discret, reste fidèle aux habitudes qui t'ont construit. Parce que le vrai test n'est pas de cultiver ces habitudes quand tu n'as rien, c'est de les maintenir quand tu as tout. La vraie sagesse n'est pas de désirer la richesse quand tu es pauvre, c'est de rester simple quand tu es riche. La vraie liberté n'est pas d'avoir beaucoup d'options, c'est de ne pas avoir besoin de beaucoup pour être en paix. Si cette exploration a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à construire une richesse plus profonde. Quelle habitude vas-tu commencer à cultiver dès demain? Et si tu veux approfondir ce voyage intérieur ensemble, rejoins notre communauté de membres. Parce que la richesse silencieuse se construit en silence, mais elle se cultive en communauté, avec des gens qui comprennent que la vraie prospérité n'est pas dans l'exhibition, mais dans la construction patiente, pas dans l'ostentation, mais dans la discipline invisible, pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu deviens. Alors vas-y maintenant, commence demain matin, plante cette première graine de silence, d'apprentissage, de gratitude, d'action, de simplicité, de don, de vision. Et fais-moi confiance, même si tu ne vois rien pousser pendant des mois, même si ça semble ridicule au début, même si personne ne remarque. Continue à arroser, continue à cultiver, continue à croire, parce qu'un jour, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, tu regarderas ta vie et tu réaliseras que tu as construit quelque chose de magnifique, quelque chose de solide, quelque chose qui dure, une richesse que personne ne peut te prendre, une paix que l'argent seul ne peut pas acheter, une liberté qui vient de l'intérieur plutôt que des circonstances. Et ce jour-là, tu comprendras vraiment ce que signifie la richesse silencieuse.